Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Diana Borchescu qui est cofondatrice et CIO de Immersive Technology. Tu me reprends juste après si j'ai écorché ton nom, mais on coupe pas et on continue. Et ensemble on va parler tous les deux de votre solution qui est en fait l'aménagement de salles de cinéma 4D dans les établissements de santé, sanitaires, médico-sociaux, pour en gros apaiser les personnes qui peuvent pas sortir en leur proposant voilà, un environnement immersif, apaisant, relaxant. Voilà. Du coup, l'idée, c'est que tu puisses nous expliquer tout ça, d'où ça vient, pourquoi vous faites ça, comment l'idée est venue, comment vous avez développé tout ça, et puis quel retour vous avez dans les établissements. Avant de parler de tout ça, je te propose pour commencer de te présenter. Oui. Donc merci Arnaud, merci pour l'invitation sur le podcast. Donc je suis Diana Borchescu, la cofondatrice et CEO d'Immersive Technologies. J'ai fondé Immersive Technologies il y a bientôt 5 ans, donc en février 2021. Et je pense qu'on peut passer sur la société. Donc, moi, je m'occupe principalement de la société, de la vision, de l'équipe, des finances, comment financer la société et comment aller plus loin. Ok. Je vois sur ton profil LinkedIn, ta formation, c'est Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Du coup, je trouve que c'est très classe. Du coup, quel lien entre les beaux-arts, enfin je le vois en fait, hein, puisque vous faites l'image, la vidéo, le cinéma et tout ça, mais qu'est-ce qui t'amène sur un sujet comme ça, destination des patients de l'hôpital, du médico-social? Comment c'est venu? Oui, j'ai effectivement fait mes études aux Beaux-Arts en création digitale et multimédia. Euh, Comment c'est arrivé vers le SAM? Donc, je m'occupais aussi de faire un peu de cinéma, etc., de documentaires. Et on est deux fondateurs, donc Maxime Jacobs, qui est le directeur technique de la société, ainsi que moi-même. On a tous les deux un parcours un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui, mais on avait travaillé sur un documentaire ensemble qui voulait filmer la rencontre entre les robots sociaux, donc les petits robots qui parlent, qui dansent, qui sont souvent intégrés et implémentés dans les institutions de soins en Europe principalement, entre ces robots sociaux et des personnes dans des conditions d'institutionnalisation. Donc, il y avait de l'oncologie pédiatrique, des maisons de repos et de soins, donc des EHPAD avec des patients qui avaient Alzheimer, par exemple, de l'autisme chez l'adulte. Et donc, on voulait un peu voir ce que ce petit robot pouvait apporter à ces personnes-là, principalement parce que ce robot n'est pas une vraie personne. Et donc, souvent, on remarque que quand les personnes malades arrivent en institut médical, en hôpital, il y a une difficulté à créer le contact et à interagir avec les membres de la famille, avec le personnel soignant, etc. Et je pense qu'il y a aussi une peur de jugement de la maladie qu'on n'arrive pas à maîtriser, par exemple, en tant que patient. Et donc, avoir ce petit robot qui puisse communiquer, c'était une façon de les aider, de les pousser à l'interaction, mais de façon complètement neutre, entre guillemets. Après, ce petit robot est beaucoup un gimmick parce que aujourd'hui, c'est une application qui permet de lui dire comment bouger, comment parler. On lui écrit ses phrases et il les répète, par exemple. Donc, il faut toujours une personne qui soit à côté du robot et qui lui dise quoi faire, en fait, qui interagisse par son biais avec la personne institutionnalisée. Ce qui fait que ajouter cette formation au personnel soignant pour l'utilisation du robot, leur mettre un ordinateur entre les mains, etc., alors que, surtout en Europe, on manque énormément de personnel soignant, on se retrouve Ouais. parfois
enfin, il y a des soirs où il y a un soignant, une soignante pour 20 patients. C'est assez complexe de leur dire, écoutez, vous allez devoir apprendre à utiliser un nouvel outil, vous former, il faut une personne avec le patient, une personne qui utilise le robot. C'était complexe. Par contre, les résultats du robot étaient très bons. On avait des personnes en EHPAD qui s'isolaient, qui longeaient les murs et qui, une fois que le robot était dans le couloir et qui leur disait «Bonjour madame, est-ce qu'on en danse un peu?» Les personnes commençaient à danser, à lui parler. Il y avait vraiment des bons effets qui étaient remarqués. Mais l'implémentation était complexe et compliquée, surtout dans l'état actuel. Ok, c'est intéressant. Le robot, moi, j'ai un a priori terrible en fait sur ce côté de, bah, en fait, c'est pas humain, c'est pas humanisant, même si, et surtout si le robot essaye de ressembler à un humain. Et c'est là où on va le critiquer encore plus. Après, du coup, c'est intéressant d'avoir ce retour comme quoi les gens l'acceptent et interagissent avec. Oui, c'est assez, on s'y attendait pas, je pense. Ouais. Parce qu'autant les robots plutôt motif animal, tu vois, le Mm. fameux petit, le chat robot qui, Bravo, voilà, qui par juste, exemple. tu vois, ronronne, ou on pourrait parler aussi du phoque, on en parle souvent, mais ça marche bien. Ça marche bien, mais ça peut être aussi infantilisant. Surtout dans un contexte gériatrique, par exemple. C'est des retours que j'ai lus de certains médecins accompagnants, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être complexe. Ça marche bien, mais en même temps, ce n'est Hmm. pas parce que ces personnes ont certaines maladies ou certains troubles ou une dépression, une anxiété qu'elles perdent leur essence, qu'elles n'ont pas vécu et que ce ne sont pas des personnes adultes. Ça reste des personnes adultes finalement. Donc j'ai lu des avis assez partagés. Certains disent que ça marche très bien et d'autres disent que c'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais, je comprends. Après, tu sais, les avis partagés, souvent, ils viennent aussi un peu des professionnels qui ont des a priori. Et ça, c'est Mm. marrant aussi de Oui, voir, ok, tu vois, on va arriver avec plein d'a priori, puis on se dit, non, c'est pas possible, ça marche pas. Et puis, en fait, quand on se lance et qu'on teste, finalement, en se disant, bon, on va tester quand même, et ben là, on se prend une claque parce qu'en fait, bah si, les gens, ils adorent, en fait. Et tout ce qu'on a exactement. pu imaginer, bon, en fait, non. On est complètement passé à côté, quoi. Alors, du coup, vous bossez sur en gros, voilà, la mise en place de robots et tout ça, et c'est plus en fait l'acceptation par les équipes qui est compliquée. Comment vous bifurquez sur le cinéma 4D, sur l'image? Mm. Bah, on se rend compte qu'il y a un manque de solutions non médicamenteuses dans Ok. les institutions médicales, que souvent, bah, par manque de personnel, par manque de possibilités de prise en charge, etc., la médication est souvent une grande solution dans ces cas-là. Et on sait tous à quel point les médicaments sont nocifs pour les personnes, surtout que ces médicaments vont créer d'autres soucis, d'autres troubles qui vont demander la prise d'autres médicaments encore. Voilà. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans ce cas-là, et c'est nocif pour la santé des patients. Alors, on voulait trouver un peu une solution qui pouvait apporter du bien-être aux patients, institutionnalisé de façon complètement autonome, donc qui soit un bien-être personnalisé, parce que ce qui marchait bien dans ces robots-là, c'était le fait qu'il y avait une personne derrière, humaine derrière, qui Hmm. entendait ce que la personne âgée ou l'enfant racontait, qui entendait que Madame X avait trois filles, par exemple, et qu'elle faisait ça dans la vie. Et donc, la personne humaine qui gérait le robot avait sa propre mémoire d'humain, en fait, tout simplement, et se Hmm. rappelait, et par l'intermédiaire du robot, disait, «Ah, bonjour madame, comment vont vos filles? Est-ce que ça s'est bien passé pour enfin, au travail, etc.» Et donc, ça crée une sorte de personnalisation de l'interaction qui était très appréciée par les patients. Donc ça, c'était un point. Donc, il y avait ce côté de personnalisation qu'on voulait mettre en place. Et ensuite, il y avait le côté autonome. Avoir un outil autonome qui ne demande pas plus d'implication du personnel soignant, qui ne demande pas une formation complexe, une utilisation d'outils vraiment technologiques, hein. Et donc, on s'est dit, le robot
marche, mais il est difficilement implémentable. Comment est-ce qu'on peut créer une solution qui puisse apporter les mêmes effets positifs, voire plus, enfin, vraiment accompagner la prise en charge du patient, mais de façon complètement autonome tout en restant personnalisable. Et c'est là où on a pensé à créer le SAM, qui est un acronyme pour le système autonome multisensoriel. Donc, c'est vraiment cette salle à 360 degrés. C'est une salle de 16 mètres carrés. Donc, on rentre par une porte et on se retrouve immergé d'images à 360 degrés et au sol. Donc, on a cinq espaces de projection, quatre murs et sol. Et donc, sur ces espaces de projection, on va par exemple se retrouver dans la montagne où on est dans un environnement montagneux, mais ce n'est ni une vidéo. Donc, ce n'est pas juste une vidéo qui va tourner où on va subir en quelque sorte l'expérience, c'est de la 3D. Et cette 3D-là, c'est de la 3D photoréaliste. Donc, on essaye vraiment avec nos équipes, on développe tout en interne chez Immersive et on essaye de faire la 3D la plus réaliste possible. Et on a souvent des utilisateurs ou patients plutôt âgés qui pensent que les environnements, c'est de la vidéo, tellement c'est parfois bien fait dans certains cas. Mm. Euh, et donc, ces environnements, pourquoi on les fait en 3D et pourquoi on ne met pas de la vidéo? C'est une question qu'on a assez souvent. C'est parce que la 3D permet le calcul d'images en temps réel. Et avoir du temps réel, ça permet une interaction. Donc, action égale réaction. Je m'approche d'un oiseau, il s'envole. Même si l'oiseau est virtuel dans l'image, j'ouvre une fenêtre en appuyant sur un bouton ou même en bougeant mes bras, en faisant un certain mouvement spécifique qui va être capté. La fenêtre s'ouvre et je ressens le vent sur mon visage. Ok, alors, j'avais pas du tout compris alors. Parce que moi, je me disais, en fait, ok, on fait une immersion, on met des vidéos, en gros des écrans ou alors une projection, et puis en fait, on a un film 360 dans lequel on a quelque chose d'apaisant. Mais là, en fait, si je comprends bien, on est plus sur une forme de réalité virtuelle, dans C'est une lequel je suis sorte dans de un réalité environnement et je virtuelle. peux interagir, Une mais sans réalité casque. virtuelle, mais sans casque, oui. Ok, ouais, ça change tout. Ok. Oui. Ok. Du coup, ouais, je voyais pas ça. Je voyais, du coup, ouais, je suis, ok, bah, c'est cool, c'est vachement cool. Parce que c'est vrai que la notion du casque, ça marche très bien, mais il y a quelques limites. C'est un, bah, il faut le mettre. On sait pas trop ce que la personne, elle regarde et avec quoi elle interagit. Et puis, limite, ouais, elle est un peu toute seule dans sa bulle. Que là, j'imagine, est-ce qu'on peut le faire à plusieurs? On peut le faire à plusieurs, donc on peut justement, un des objectifs, c'est de le faire avec un membre du personnel soignant, qui peut être par exemple un accompagnant, la personne, le professionnel en motricité, qui va faire une session de kinésithérapie par exemple Mm. avec le patient, ça peut être le psychiatre qui petit à petit, en fait chaque environnement a la possibilité d'être modifié en temps réel. Donc, si j'appuie sur un bouton, il va commencer à pleuvoir. On va pas sentir l'eau sur notre visage, Mm. etc. Mais par contre, il y aura Ouais, l'environnement. c'est l'émotion, quoi. Donc, c'est l'émotion. Donc, on peut créer l'émotion, on peut vraiment interagir avec le patient de la façon dont on le souhaite. Et on peut également faire des sessions avec la famille ou entre divers patients. Donc, on peut vraiment faire des sessions un peu comme des team building en quelque sorte, où on vit une expérience ensemble. Ok. Ok, bah c'est très clair. Alors du coup j'ai plein de questions qui vont un peu dans tous les sens, mais je commence. Tu as dit tout à l'heure il manque de soignants en Europe. Vous êtes en Belgique. Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous avez équipé? Est-ce que vous êtes en lien avec des établissements d'autres pays européens ou autour? Donc pour l'instant, on est en Belgique. On a ouvert en Suisse il y a 2 mois. Ok. Euh, mais on travaille avec les hôpitaux, les centres de soins, les Hmm. EHPAD. Donc, c'est pas, enfin, Immersive n'a pas des espaces de soins Ouais, dédiés. je comprends. Pas Je nos comprends. solutions directement dans l'hôpital, par exemple. Ouais. Donc là, on est sur la prospection du marché suisse et on commence aussi à travailler avec le marché français. Ok. Et du coup, est-ce que vous sentez, parce que c'est une question que j'aime bien, est-ce que vous sentez des différences d'approche, de
d'approche entre les pays, une forme D'approche par d'approche rapport à culturelle du l'utilisation soin. de la technologie. Euh, je pense que ce qui peut être différent en fonction des divers pays, c'est si les membres du personnel soignant sont technophobes ou pas. Il y a des personnes qui n'aiment Hmm. pas la technologie et qui ne veulent pas l'intégrer dans le parcours du soin du patient, parce que, et je peux comprendre, parce que ça peut faire peur, on peut se dire, mais ces données vont être trop, elles ne sont plus sur le papier, elles sont sur un disque dur, par exemple, etc. Comment ça marche, il faut que je me forme. Et ça, je pense que c'est un peu un problème sociétal aussi. On a une partie de la population qui a peur d'aller vers la technologie parce que tout se digitalise et on comprend un peu moins bien certaines choses. Mais l'objectif avec notre solution, c'est vraiment d'avoir, OK, c'est une technologie, mais on l'appelle plutôt une solution parce qu'on a essayé de rendre cette technologie la plus simple possible. Donc, quand je disais, par exemple, que je m'approche d'un oiseau et qu'il s'envole, je n'agis pas, enfin, je n'interagis pas avec la technologie. Je m'approche physiquement de l'oiseau. Et ensuite, tout se fait automatiquement. Et on essaye de faciliter, de, comment dire, de rendre plus fine cette, Hmm. cette partie entre l'utilisateur et la technologie. Ouais, je comprends. Après, de toute façon, l'intérêt, la finalité, ce sera de capter l'attention et puis d'entretenir après l'échange et la discussion avec la personne, en fait. Et c'est ça qui est super. Et comme avec le robot, en fait, la finalité, c'est un peu le principe aussi du cinéma. Tu vas voir un film, en fait, c'est bien de voir le film, mais ce qui est aussi intéressant après, c'est de le partager, d'en discuter, et voilà. Et de pouvoir avoir ce côté, on le fait à plusieurs et on en discute, moi je trouve que c'est super intéressant. Puis tu vois, à la fin, c'est ça que les gens demandent aussi. Et les soignants aussi, c'est un outil qui permet de rentrer en relation, ce fameux outil de médiation, quoi. C'est un outil de médiation, exactement. C'est un outil qui permet en fait d'apporter une sorte de curiosité chez le patient. On parle beaucoup d'EHPAD et de maisons de repos et de soins dans ce qu'on fait parce que on se retrouve face à des personnes qui vont probablement finir leur vie dans cette institution médicale. Et donc, ces personnes-là peuvent avoir certains troubles, certains handicaps, parfois physiques Mm. ou psychologiques, qui font que les personnes ne peuvent plus sortir de l'institution médicale. Et on va essayer d'apporter ces expériences directement dans l'hôpital, dans le centre de soins, dans l'EHPAD. Donc, se dire, vous ne pouvez plus aller skier, mais vous adorez ça. En fait, vous pouvez skier depuis votre siège dans le sable, par exemple. Et du coup, on va le ressentir. Ok. On va le Euh, ressentir. Vous avez fait quoi comme environnement pour l'instant? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Qu'est-ce qu'on peut vivre? Donc, pour l'instant, on a une base de 15 environnements Ok. et chaque environnement fait en moyenne 4 km sur 4 km. Donc, ils sont assez larges. On peut se déplacer, explorer. Donc, ce sont des environnements qui sont assez grands. On a notamment des forêts, différents types de forêts. On a un parc bruxellois. Donc ça, c'est plutôt pour les institutions médicales à Bruxelles. Les patients se rappellent souvent de ce parc-là, etc. On a le système, on a énormément d'environnements, hein. On a le Il y en a désert, pour tous les goûts, quoi. l'océan, euh, un champ, une prairie. Enfin, c'est Ouais. vraiment, c'est assez large. En fait, on essaye de créer le plus d'environnements possible et que chaque environnement soit modifiable en temps réel pour créer le plus d'ambiance possible dans l'environnement. Donc, c'est un peu comme si on a aussi les environnements de ville, par exemple. On peut se promener dans une ville. On essaye de répondre à tous les besoins, des maisons, des Mm. appartements. euh, Et du coup, quand tu dis 4 kilomètres, ça veut dire qu'avec ma télécommande, je peux me promener, avancer, évoluer dans un environnement de 4 kilomètres carrés. c'est ça. Ça paraît énorme. Comment on fait technologiquement pour filmer Alors du coup, c'est... Ouais, si, tu dis un parc bruxellois, du coup, c'est filmé et pas reconstitué comme avec comment dire, je sais pas, du film d'animation, quoi. C'est 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 du vrai reconstitué. film. Non.
On fait justement pas de film parce que ça permet de monitorer l'environnement en temps réel. Donc, Ok. on a été sur ce parc bruxellois, par exemple, c'était un challenge un peu pour l'équipe où on voulait voir combien de temps ça nous prenait à recréer un environnement réel en 3D. Donc, on a envoyé nos équipes sur place. Ils ont fait quelques tours du parc, ils ont pris des photos des arbres, de la faune, de la flore, etc. Des bâtiments. Et ensuite, ils ont reconstitué tout ça en 3D. Donc, ils ont d'abord refait la topographie du sol en vue aérienne, et puis chaque petite ruelle, le petit bar au coin, etc. Le lac. Et tout est fait en 3D. Et en fait, ça permet de pouvoir vraiment interagir avec l'environnement, de pouvoir bouger dans l'environnement, parce que si c'est une vidéo, soit on sait s'emporter, et si c'est une capture d'image, bah, on sait aussi emporter parce que finalement, les parcours sont prédéfinis. Hmm. Là, on est dans une liberté totale d'interaction. Ok. Ok, nickel. Et du coup, ça prend combien de temps à faire Un une environnement, vidéo en un environnement? un environnement habituel qui va être réaliste mais non réel nous prend plus ou moins un mois. Et un environnement réaliste et réel nous prend plus ou moins 2 mois. Ok, ouais, quand même. Et vous êtes combien pour faire ça? Pour faire les environnements, on a une personne à temps plein dessus et une autre personne qui intègre Ok, certaines choses. Oui. ok, ok. Bon, après, j'ai un peu peur que ce soit trop technique pour moi. Du coup, la question qui me vient à la suite, c'est qu'est-ce que vous avez pu observer comme impact pour les personnes? En gros, voilà, concrètement, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué? Qu'est-ce que ça change au quotidien, un établissement qui va s'équiper? Donc, on a fait une étude de faisabilité. Euh, Elle a été faite par une université belge et l'étude va bientôt sortir sous forme de publication, enfin d'article scientifique d'ici un mois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme Ok, ça. Et donc, dans cette étude, on a remarqué que 95% des patients qui ont suivi des sessions, donc il y avait 5 sessions par patient, 5 sessions de 10 à 15 minutes, si je ne me trompe pas, on a remarqué une augmentation de bien-être durant les sessions chez 95% des patients. Et cette augmentation de bien-être perdurait après les sessions. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est intéressant parce que on pourrait se dire, à partir de là, on pourrait se poser la question, combien de temps après les sessions, cette augmentation de bien-être continue? hmm, Euh, Est-ce que on peut avoir un effet sur la prise de médicaments de certains patients? Et donc, ça, ce sont des questions qu'on se pose actuellement et on est justement en train de lancer une étude clinique aussi avec notre comité scientifique parce que les utilisateurs du système, que ce soit les médecins, les accompagnants ou les patients, remarquent une différence lorsque les sessions sont bien définies et bien effectuées. ok. Mais pour l'instant, on ne Et- peut pas le quantifier plus que l'étude de faisabilité. ouais, je comprends. Et comment vous mesurez le bien-être? On avait plusieurs échelles. Je ne suis pas du tout médecin. Il y avait la MMSE, il y avait la VAS. Ok, euh, Donc, c'était sous forme de questionnaire. Il y avait aussi, je pense, la MMSE où on regardait les images parce que les sessions étaient filmées durant l'étude. Et on regardait, on essayait de voir comment le visage, est-ce qu'il y avait des expressions de bonheur, de tristesse, de peur, etc. ouais, je comprends. Bah, l'aspect bien-être, c'est toujours difficile à mesurer. C'est vrai qu'après, le truc, c'est comment on demande aux gens, mais là aussi, tu vois, c'est un peu le principe de la douleur. Chacun a sa perception, chacun a ses degrés de tolérance, et du coup, c'est différent, mais à la fois, c'est super intéressant. Est-ce que dans les établissements, vous avez pu objectiver un petit peu cette notion dont tu parlais d'approche non médicamenteuse et sur peut-être quel type de médicaments, par exemple, est-ce que c'est des sujets de douleur, est-ce que c'est des sujets anxiété? Comment ça se passe dans les établissements? C'est principalement l'anxiété et la dépression. Euh,
Donc, principalement ça, mais on a aussi eu des cas sur certains troubles, enfin certaines infections qui pouvaient causer des douleurs, où on avait une patiente qui disait à l'équipe soignante, ça m'en a fait, enfin, qu'elle avait oublié qu'elle avait une cystite, justement, et la douleur que ça lui provoquait parce que la session était agréable et douce, et que ça l'avait aidé à s'évader mentalement. Donc, c'est vrai qu'on a différents types de retours, mais c'est principalement comment réduire l'anxiété et la dépression en créant un espace de détente qui soit accessible, inclusif aussi. Euh, Hmm. on a une étude qui a été faite aussi avec des enfants entre 8 et 14 ans, si je ne me trompe pas, qui avaient des troubles du spectre de l'autisme. Et on voulait voir comment ils toléraient la session, est-ce qu'ils se sentaient enfermés, parce que c'est quand même une salle carrée qui est fermée. Est-ce qu'ils se sentaient à l'aise? Est-ce qu'ils étaient surexcités ou pas? Et finalement, on a eu des très bons retours aussi. Ils se sentaient plutôt en sécurité dans cette salle-là qu'ils pouvaient contrôler. Hmm. Donc, en fait, avec la tablette, ils arrivaient à mettre de la pluie, à baisser le son, à se téléporter à un autre endroit. Et donc, ça leur permettait d'avoir un peu le contrôle sur l'environnement, ce qui créait un type de sécurité chez eux. Ça, c'est intéressant, c'est vrai, surtout pour des personnes pour qui, je sais pas, il y a une grande dépendance, les gens sont alités, ils peuvent pas trop bouger. C'est vrai que on pourrait penser qu'ils ont complètement, enfin, c'est plus que penser d'une certaine manière, ils ont complètement perdu le contrôle sur leur environnement, ils peuvent pas bouger. Là, du coup, ils reprennent un peu le contrôle sur l'environnement, ou en tout cas, ils peuvent se déplacer alors qu'en réalité, ils peuvent pas, quoi. C'est ça, c'est essayer vraiment de donner le contrôle aux personnes. Et je pense que donner le contrôle à des personnes qui sont malades, en fait, qui sont qualifiées de Hmm. malades, ça aide beaucoup dans le soin et Hmm. l'apport de soins qu'on donne à ces personnes. C'est vraiment, je pense, c'est quelque chose où on se dit, OK, je peux encore faire ça. Je suis alitée, j'ai tel handicap, j'ai tel trouble, mais j'ai le contrôle sur cette partie-là. Et ça apporte une prise de confiance aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, les personnes en général, peut-être pour être plus précis, les personnes âgées, c'est quoi l'environnement qu'elles préfèrent? J'ai pas l'étude sous les yeux. Mais en Euh, tout cas, celles pour lesquelles il y a un effet. Toi, par exemple, si tu devais montrer un environnement, un point, tu vois, où tu sais qu'il y a de fortes chances que ça fasse un petit effet waouh, tirer vers quoi? Il y a beaucoup d'environnements qui sont très beaux et très intéressants. Pour les personnes âgées, ce qu'on a remarqué, c'est que entre les environnements intérieurs de type musée, maison, etc., et les environnements extérieurs, les personnes âgées en EHPAD préféraient presque tous les environnements extérieurs. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un vrai besoin presque d'évasion, d'aller visiter la mer, marcher sur la plage, nager, se promener, etc. Donc, il y a un vrai besoin d'extérieur, de voir des choses naturelles. Hmm. Un environnement, on a de très beaux environnements. On a des environnements, on est dans les montagnes avec des champs de fleurs à n'en plus finir. L'environnement sous-marin est très beau aussi parce qu'en fait, on plonge depuis un bateau sur l'océan. Enfin, on peut plonger, on peut rester sur le Hmm. bateau, mais bon, quand on est sur l'océan, il n'y a pas grand-chose à faire spécifiquement. Mais donc, quand on Oui, plonge, on du coup, tu peut as voir, vraiment le choix, quoi. Tu choisis où tu vas en profondeur. tu peux voir Ouais. les poissons, vraiment tout ce qu'il y a sous la mer, quoi. Et ça, Ouais, non, mais ouais. c'est le principe de sortir. On parle parfois de thérapie du voyage, où en fait l'idée c'est dans un train où on voit une vidéo avec le paysage qui défile, où du coup le principe du train c'est ben, on n'a pas de contrôle, on regarde et Mm. on attend. Là du coup c'est environnement 360 avec profondeur, tout ça, et puis le train il peut pas passer partout, donc là c'est beaucoup plus large. Ok. Les professionnels, quel retour en général ils peuvent vous donner? Qu'est-ce qu'ils en disent? On a des bons retours des professionnels, donc que ce soit en gériatrie, en pédiatrie, en psychiatrie aussi. Euh,
Les retours sont assez bons. Les questions qu'on a souvent, c'est une des questions que tu m'as posées aussi. Est-ce que la session peut être effectuée à plusieurs? Ça, c'est aussi un point qui est important pour eux. Comme on parlait de manque de personnel soignant, c'est vrai qu'on ne peut Mm. pas toujours faire la session avec un seul patient et que c'est important aussi qu'on puisse utiliser cet espace pour une thérapie de groupe, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une question qu'on a. Et sinon, souvent, je pense que ce qu'on a aussi comme retour, c'est cette question, ah, il faut vraiment pas se former. Parce que Mm. donc, c'est une application qui est simple. Finalement, j'arrive devant la salle, je choisis un environnement, j'entre dedans et, et ensuite, je vis la session. Si Mm. je suis sous l'eau, je nage en bougeant mes bras. Donc, on a un système de captation de mouvement. J'ai la tablette, je peux appuyer sur la pluie si je veux qu'il pleuve, sur le soleil si je veux qu'il fasse beau. Et donc, c'est assez simple. Et ça, c'est une question qu'on a aussi souvent. Est-ce qu'il faut vraiment pas de formation? Bon, on va toujours sur place, expliquer rapidement, parce que c'est toujours plus rassurant d'avoir les équipes fondatrices sur place lors de l'implémentation de ce type de nouvelles solutions. Euh, mais principalement, on a des bons retours. Ok. Nickel. Si on, alors moi là, moi j'ai regardé votre site. En plus, il est super bien fait parce que la page d'accueil, tout de suite, on voit les environnements et tout ça. Donc on peut déjà acheter un coup d'œil. On va comprendre. Avec tes explications, on comprend un peu mieux la technologie, comment ça marche. Maintenant, si on veut tester, si on veut bon, si on veut prendre contact, c'est marqué contact, donc c'est facile. Mais comment vous faites, voilà, pour un établissement, une structure qui serait intéressée, c'est quoi les étapes d'après? Donc pour les étapes à suivre, on invite souvent à faire une démo. Donc on échange ensemble, on peut partager du contenu aussi. Je parlais des environnements qui existent. On a bien évidemment des dossiers avec les vidéos de chaque environnement. Donc on filme des vidéos, des Hmm. sessions 3D comme ça. Enfin, les personnes voient un peu la grandeur de ce qu'on peut faire. Euh, et donc, on invite souvent à une démo pour qu'on le voit de nos propres yeux. Je pense que c'est assez Ok. important et c'est aussi assez impressionnant. Souvent, les gens, quand ils viennent visiter le système, ils nous disent ah, je ne pensais pas que c'était comme ci ou comme ça. Hmm. C'est assez impressionnant et on n'a pas de concurrence directe d'ailleurs dans ce qu'on fait, dans le fait d'avoir cette salle d'immersion physique et d'avoir du Hmm. temps réel. Donc, les deux ensemble, c'est assez unique. Et donc, on prend une démo, on regarde ensemble et puis on voit pour l'espace d'implémentation. Ce qui est différent, par exemple, du casque, quand une institution médicale, un hôpital achète un casque, c'est assez simple parce que finalement, le casque ne prend pas beaucoup de place, alors Hmm. que dans le cadre du système, du SAM, il faut une salle où nous, on puisse installer le système. Mais tout est pris en charge par nos équipes. Par exemple, il n'y a pas de travaux à faire dans l'hôpital. On a vraiment une structure autoportante qu'on a conçue avec nos ingénieurs et donc il nous faut un espace et finalement on vient installer la structure d'immersion directement dans l'espace et au bout de quelques jours, c'est prêt à l'emploi. Ok. Pour la présentation, pour la démo, du coup, c'est trop lourd pour être déplacé, amené et testé. Il faut le faire. En gros, ça se passe chez vous, dans un autre établissement déjà équipé. Ça se passe chez nous. Pourquoi? Parce on avait une structure qu'on pouvait déplacer facilement et donc on l'a déplacée en France, en Allemagne par exemple, pour quelques jours de démo. Mais cette structure-là n'est pas faite pour durer, elle est faite justement pour Hmm. être Ouais, déplacée. bien Donc sûr. la qualité des finitions de la salle d'immersion n'est pas la même que celle des salles qu'on propose. Et donc, on préfère aujourd'hui inviter les personnes intéressées chez nous ou dans un hôpital qu'il a. Par exemple, on a des médecins qui nous contactent et qui nous disent, on va aller dans cet hôpital-là parce qu'on a vu qu'il y a votre solution dedans. Hmm. Est-ce que je pourrais organiser une démo avec les médecins de l'hôpital? Et donc, ça, c'est possible aussi, par exemple, aller voir la solution là où elle est déjà installée ou chez nous. Ok. Ok, ok, nickel. Pour finir, une dernière question, c'est quoi votre prochain projet, le truc sur lequel vous bossez en ce moment, c'est quoi le... Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'infos en avance?
Oui. Donc là, on travaille sur énormément de points. On est une équipe de 10 personnes aujourd'hui et c'est vrai qu'on travaille sur pas mal de points, mais principalement, c'est la captation du mouvement. Donc le fait d'avoir la personne qui puisse être captée dans l'espace, elle est déjà captée. Et donc aujourd'hui, on a quelques activités comme la nage et le ski. Donc en bougeant mes hanches au sein du système sans aucun capteur, je vais pouvoir faire une session de ski. Le médecin ou l'accompagnant va voir sur sa tablette comment je bouge mon corps, il va pouvoir accéder aux données, faire un suivi à travers les sessions. Et ça, c'est important pour nous. Donc là, on est en train d'implémenter d'autres activités physiques au sein du système en fonction des besoins. Et les nouveaux environnements aussi, qui sont toujours... En fait, on essaye de faire toujours plus d'environnements, toujours plus d'activités au sein des environnements, de possibilités d'interaction. On avait ajouté une partie des animaux. Et donc, les animaux interagissent avec les personnes en fonction du caractère de l'animal. Donc, si on a, par exemple, un chevreuil, il va être plutôt peureux. Donc, si le système remarque qu'on va regarder le chevreuil sans s'approcher de lui, bah, peut-être que le chevreuil va s'approcher de nous. Mais si on s'en va vers lui, il va s'enfuir. Et donc, c'est tout ce système d'interaction, de simulation de réalité sur lequel on travaille. Ok, nickel. Bah, c'est super intéressant. Merci pour toutes ces infos. Puis du coup, à suivre, j'espère que qu'il pourra y avoir des établissements équipés en France et auxquels je pourrais aller jeter un œil. Donc voilà, merci pour toutes ces infos. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.